projet en santé des collectivités. Alors, pardon, on vient de commencer l'enregistrement, alors ça m'a un petit peu perturbée. Je continue. Alors, une initiative de 100 degrés pour des projets en pleine ébullition. Donc, aujourd'hui avec moi, Maryse qui est à la technique. Si vous avez des petits soucis techniques, n'hésitez pas à clavarder avec Maryse, elle va tenter de vous soutenir. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre panel. On a des belles personnes avec nous qui ont comme travail de mobiliser des groupes. Donc, je commence par vous présenter ma collègue Anne-Marie. Anne-Marie est chef de projet à la mobilisation pour le collectif des tables SHV chez M361. Anne-Marie œuvre dans le milieu communautaire depuis de nombreuses années. Merci d'être avec nous, Anne-Marie. Je vous présente également Carole. Carole qui est chargée de projet à la chaire Réseau Jeunesse sur la jeunesse du Québec pour le volet autochtone. Euh, Carole a co-créé un outil fort intéressant qu'elle va nous présenter aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Carole est membre de la communauté Innu de Matimekush-Lac-John. Merci d'être avec nous. Bienvenue, Carole. Je vous présente aussi Véronique Picard. Elle coordonne différents milieux, partenaires, initiatives qui visent l'engagement des jeunes autochtones au Québec à la chaire de recherche sur la jeunesse du Québec. Véronique est membre de la nation Huron-Wendat et québécoise. Bienvenue, Véronique. Et finalement, Mathieu, spécialiste en mobilisation citoyenne, il travaille à la Fondation David Suzuki sur des mandats qui sont liés à l'action citoyenne et à la transition socio-écologique, notamment le réseau Demain le Québec et l'Alliance Transition Commun, qui est basée à Montréal. Mathieu va aussi nous parler dans ses temps libres, il se mobilise aussi, mais sur deux roues, puisqu'il il a cofondé l'organisme Cyclistes solidaires. Donc, merci d'être avec nous, Mathieu, et bienvenue. Alors, sans plus tarder, rentrons dans notre webinaire. Aujourd'hui, pendant l'heure ensemble, on va aborder trois sujets. Donc, principalement, les ingrédients clés de la mobilisation, les outils de la mobilisation et les obstacles et les freins à la mobilisation. Donc, commençons par ce premier bloc, donc les ingrédients clés. Alors, je commence en vous demandant à chacun de nous parler de vos réseaux. C'est quoi la mission de vos réseaux et pourquoi les gens ont collectivement, travaillent collectivement ensemble à atteindre un objectif? Alors, j'avais demandé, tiens, à Mathieu de nous présenter son réseau. Merci Véronique, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi. Donc, en effet, à la Fondation David Suzuki, il y a un peu plus, presque 4 ans aujourd'hui, hein, puisque c'était en même temps que la pandémie, on a lancé le réseau Demain le Québec. L'idée, c'était de combler un vide qu'on avait constaté euh, à l'effet que les groupes citoyens, vraiment des groupes bénévoles qui se mobilisent dans différentes communautés à travers la province, ont peu ou pas de soutien, malheureusement, peu de visibilité, d'accompagnement pour ces groupes-là. Donc, il y a 4 ans, il y a un projet pilote qui a été lancé avec une quinzaine de groupes citoyens qui étaient déjà mobilisés avec plusieurs activités en lien avec la transition socio-écologique. Et aujourd'hui, on est rendu à plus de 130 groupes à travers la province. Donc vraiment, ça démontre aussi à quel point il y a une belle mobilisation qui se fait un peu partout. Dans 16 des 17 régions, là, on a des groupes qui sont présents. Plus précisément, ce sont des groupes qui sont soit en protection de milieux naturels, comme des boisés notamment. Il y a des groupes qui luttent contre des projets polluants. On peut penser à nos amis qui sont à Rouyn-Noranda par rapport à la fonderie Horn. À Montréal, il y en a. Maintenant, toute la mobilisation autour du projet Nordvolt aussi. Donc, des projets beaucoup plus d'envergure, disons. Et d'autres projets qui sont vraiment portés par un groupe qui veulent activer la communauté, donc vraiment développer des projets comme des activités de nettoyage, des projections documentaires, de la plantation de vivaces, d'arbustes, tout ça. Donc vraiment tisser du lien social dans la communauté à travers l'organisation et le développement de projets communautaires. Excellent. Donc, protection du milieu naturel, euh, donc une vocation pour la transition socio-écologique. Merci. Véronique, maintenant.
Hey, Coué, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Vraiment contente de pouvoir vous parler un peu de nous et de ce qu'on fait. Donc, la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, qu'on appelle le CRJ en short version, c'est une initiative qui est du Fonds de recherche du Québec et du Secrétariat à la jeunesse du Québec. C'est une plateforme de travail qui regroupe les milieux de recherche et le milieu d'intervention jeunesse. Le but ultime, c'est d'alimenter la politique jeunesse québécoise 2030. On a un volet jeune autochtone, donc lequel je coordonne et travaille avec Carole. C'est une plateforme qui regroupe environ 25 co-chercheurs de différentes universités du Québec, également des organisations jeunesse autochtone qui ont des stratégies jeunesse. Euh, donc, oui, on a un but de comprendre les réalités des jeunes autochtones d'aujourd'hui, de produire des connaissances à ce niveau-là, mais également là, de renforcer la synergie, les ponts entre jeunes, milieux d'intervention, milieux de recherche et ultimement politique publique. Euh, de façon plus précise, je dirais qu'on a un travail, on fait un travail vraiment de soutenir la relève de jeunes autochtones, pas nécessairement juste de jeunes chercheurs ou de jeunes étudiants, mais de jeunes autochtones là, qui évoluent de façon différente dans leur milieu spécifique, qui ont des réalités, des backgrounds différents. Et une composante centrale à notre initiative, c'est vraiment notre comité aviseur jeunesse. Donc, vous voyez certains membres sur la photo ici. Donc, le comité a un rôle collectif et ce rôle-là, c'est vraiment de nous guider par rapport à nos approches, mais également à nous nourrir par rapport à certaines perspectives qu'ils ont sur des thématiques qui touchent la jeunesse, mais également là, sur des approches à adopter en matière de recherche, en matière de partenariat. Donc, ils sont impliqués à différents niveaux, de façon personnelle, mais également collective. Puis, je dirais qu'une façon qu'on les mobilise beaucoup, c'est à travers la création d'outils de vulgarisation par rapport à des thématiques variées. Donc, la mobilisation jeunesse, c'est super pertinent pour nous. Ça fait en sorte que les projets qu'on mène vraiment sont beaucoup plus pertinents et parlants pour les jeunes. Merci. Excellent, merci. Donc, mobilisation citoyenne, mobilisation de jeunes autochtones. Anne-Marie? Oui, bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir. Je me sens vraiment spéciale de partager la place avec Carole, Véronique et Mathieu. Donc, merci de m'accueillir ce matin. Mais moi, j'ai la chance de faire partie de l'équipe de coordination nationale du collectif des tirs SHV, qui réunit, dans le fond, les 17 tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie. Il y en a une par région au Québec. Donc, quand je dis tir SHV, c'est table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie. Vous allez sûrement m'entendre le dire plusieurs fois. Puis le collectif qui regroupe ces tables, vous voyez nos fabuleuses équipes de coordination régionale à l'écran, euh, vise vraiment à soutenir les tables dans la mobilisation de leurs partenaires, dans la mutualisation puis le partage de connaissances entre elles, puis aussi dans le développement de compétences collectives, entre autres. C'est vraiment un milieu riche et toujours en ébullition. Excellent. Puis super. Puis je comprends que, tu sais, ce que vous avez nommé, que, ben, donc, puis c'est le propre de la mobilisation, on passe donc du je au nous, donc il y a un objectif commun. Mais quelles sont les motivations des individus? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vos réseaux, les individus dans vos réseaux vont justement se mobiliser puis embarquer dans un groupe? Véronique, j'ai envie de t'entendre sur qu'est-ce qui motive les jeunes à embarquer dans votre groupe, que ce soit le comité aviseur ou... Aux différents groupes jeunesse. Euh, mais je dirais, premièrement, c'est sûr qu'au niveau de la mobilisation, nécessairement, il y a de la fluctuation. Il y a des moments où il y a plus de mobilisation, il y a des moments où c'est plus tranquille. Mais je te dirais que tout de même, pour les jeunes autochtones, c'est quelque chose que vous allez peut-être entendre si vous écoutez certains jeunes autochtones, certains jeunes leaders,
il y a ce devoir ou cette responsabilité-là de s'impliquer qui est très forte. Tu sais, je parle au niveau des jeunes, mais je m'inclus là-dedans également. Donc, ce devoir, cette responsabilité-là de s'impliquer, de faire entendre nos voix dans différents milieux, tu sais, dans un contexte d'oppression. Tu sais, nos identités, elles sont très politisées. Notre implication, elle est très politisée également. Donc, je pense tu sais, que ce soit dans des milieux académiques, au travail, à l'école, même dans le milieu créatif, artistique, littéraire, il y a toujours ce désir-là de se faire entendre et écouter au niveau de la jeunesse. Puis, ça me fait penser que tu sais, on a fait un travail au niveau de l'engagement jeunesse avec notre comité jeune, puis il y avait une jeune qui avait dit, tu sais, littéralement, que tu sais, juste le fait de vivre et d'être un jeune autochtone, ça fait de toi un activiste. Tu as déjà un pied tu sais, dans ce monde de la mobilisation, de l'engagement. Donc, je pense que c'est quand même assez parlant. Puis, un autre élément, je dirais, c'est au niveau surtout en contexte de minorité, il y a ce désir-là de se retrouver ensemble. Donc, quand tu parles du nous, tu sais, c'est essentiel à qui on est en tant qu'Autochtone. On est lié à des familles, à des communautés. Et donc, quand on se retrouve en contexte tu sais, de minorité, que ce soit à l'école, on a ce désir-là de se connecter avec d'autres jeunes autochtones, de faire du sens ensemble, de se comprendre, de relativiser les choses, de trouver des repères, de connecter aussi culturellement avec d'autres jeunes autochtones. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une mobilisation quand même. La mobilisation autochtone se démarque là, par ces éléments-là, je dirais. Hmm, super intéressant. Anne-Marie, Oui, ben en fait, c'est le fun d'entendre Véronique parler puisque c'est vraiment différent pour nous, là. C'est sûr que nous, on a la chance au collectif d'être un réseau déjà structuré au sens où, tu sais, moi, je mobilise des équipes de coordination régionale qui sont eux-mêmes des maîtres de la mobilisation dans leur région. Fait que c'est sûr que ça a un effet assez intéressant parce que les gens arrivent déjà avec une compréhension de pourquoi agir ensemble, ça peut toujours avoir des bénéfices puis des retombées intéressantes. Au-delà de ça, la volonté de vraiment faire rayonner les pratiques et les apprentissages au-delà du régional. Fait que souvent, les gens vivent des choses incroyables dans le bon ou dans le moins bon des fois, puis c'est le fun de pouvoir le partager entre nous. Aussi d'être un réseau d'alliés. Souvent, quand on est cours d'eau d'une instance de concertation, mais des fois, c'est difficile de savoir à qui on peut se confier. Nos partenaires sont les gens qu'on cherche à mobiliser. Donc, c'est le fun d'avoir des gens autour de nous qui comprennent notre travail, qui peuvent nous soutenir, puis auxquels on peut poser des questions ou même ventiler un peu en cas de besoin. Euh, Puis, ben, c'est sûr qu'au-delà de tout ça, ben, puis c'est là peut-être où on se rapproche de ce que Véronique disait, il y a la volonté d'avoir un impact concret dans sa communauté, dans sa région, puis même, tu sais, au niveau de la qualité de vie du Québec dans son ensemble. Fait que je pense que ça reste un élément, un vecteur de mobilisation au sein du collectif. je trouve ça super intéressant. Je le sens tu sais, dans vos réponses qu'on on parle beaucoup de l'engagement, mais avec le cœur, donc, tu sais, qui est vraiment, qui est en lien aussi avec les liens sociaux qui se tissent, donc, dans le fond, qui font un espèce de lien de mobilisation aux individus. Mathieu, est-ce que c'est la même chose pour votre réseau? Oui, merci Véronique. Ben, en fait, je vous entends, Véronique et Anne-Marie, puis vraiment, je trouve que c'est super complémentaire parce que dans notre cas, on parle vraiment plus de personnes de divers horizons à travers la province qui se mobilisent bénévolement dans leur communauté. Fait que ils sont pas payés, ces gens-là, puis en même temps, c'est pas juste une partie de la population qui est, par exemple, soit jeune ou issue d'une certaine diversité. Puis le fait que ces personnes-là veulent se mobiliser ou vraiment participent à nos activités, un des plus grands, je pense, impacts, c'est de créer des liens. C'est de briser l'isolement, c'est de faire en sorte qu'on ne se sente pas seul, parce que quand on se mobilise seul, ben, finalement, on se décourage. Puis quand on lit les nouvelles, en tout cas, ça peut être parfois vraiment moins, moins encourageant de se mobiliser puis de dire on peut vraiment avoir un impact. Donc, créer des liens, super important. J'ai le goût d'ajouter à ça aussi, il y a tout l'aspect faire les liens entre l'environnement et le social.
Malheureusement, dans les dernières décennies, on parlait beaucoup d'environnement comme quelque chose de différent. On le dissociait du social. Puis maintenant, c'est pour ça aussi qu'on utilise le terme transition socio-écologique. Pour nous, Mm. la partie socio là, dans la transition socio-écologique, elle est au cœur. Quand on pense au changement climatique, on ne pense pas seulement à la biodiversité puis au gaz à effet de serre, on pense aux personnes qui vont malheureusement écoper davantage des changements climatiques, des catastrophes qui vont arriver dans les prochaines années, qui arrivent déjà, en fait, là, dans la dernière année, je pense au Québec, on a vu plusieurs, malheureusement, incidents comme ça. Fait que pour nous, il y a vraiment faire ce lien-là entre le social et l'environnement qui permet un peu de rallier finalement différents acteurs et actrices, que ce soit des organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté, d'autres qui veulent protéger des milieux naturels. Tu sais, à la base, on se dit peut-être qu'il n'y a pas vraiment de lien, alors que pour nous, il y a un lien direct, puis on veut vraiment le mettre de l'avant, ce lien-là. Donc, c'est une manière, je pense, de ratisser un peu plus large, puis de faire en sorte que les gens ne se sentent pas seuls pour vraiment qu'on puisse avoir une espèce de mission commune, un objectif commun qui vise vraiment à transformer la société pour le mieux. Hmm. C'est vraiment intéressant aussi ce que j'ai noté dans ta réponse, Mathieu, c'est que des fois, tu sais, un sentiment d'urgence ou certains événements vont déclencher là, une espèce de motivation justement à se mobiliser. Euh, Là, je vous amène à nous dire quels sont vos ingrédients clés. Donc, s'il y avait une recette pour la mobilisation, on a parlé de liens sociaux, on vient de parler parfois de momentum, mais tu sais, quand on lit un petit peu sur la mobilisation, on parle aussi d'un sentiment de confiance, on parle aussi d'avoir un sentiment qu'on a un pouvoir d'action, donc un sentiment de pouvoir agir sur des situations, c'est mobilisant. Est-ce qu'il y en a d'autres des ingrédients clés que vous pourriez nous soulever? Mathieu, tiens, allons-y. Oui, en effet, avec le réseau qui existe depuis près de 4 ans aujourd'hui, on a eu vraiment beaucoup de temps pour analyser, décortiquer les besoins des groupes, puis comment un groupe citoyen finalement réussit à atteindre ses objectifs, ses propres objectifs. Là. Quand on parle de 5, 10 personnes qui se mobilisent, on ne s'attend pas à avoir des impacts majeurs, on s'attend à avoir des victoires locales satisfaisantes. Puis, dans notre cas, il y a un des ingrédients clés qui est certain, c'est d'avoir une mission claire. Quand on veut mobiliser des gens, on a besoin de savoir pourquoi on se mobilise. Donc, de prendre ce temps-là, c'est vraiment important plutôt que de dire go, on est dans l'urgence d'agir, on y va. Puis, dans le fond, on ne sait même pas où on va. Fait que peut-être qu'après 6 mois, on va se poser la question un peu est-ce qu'on est à la bonne place? Puis, est-ce que c'est les personnes qui sont là et ont le goût d'être à cet endroit-là? Il y a tout ce qui est lié à la structure des groupes citoyens. Donc, parfois, ça devient un OBNL, parfois, ça reste informel, donc sans structure légale, mais d'avoir quand même une structure avec des rôles qui sont définis et répartis entre les personnes qui se mobilisent, c'est super important. Il y a l'aspect de collaborer avec d'autres organisations ou d'autres groupes citoyens, de ne pas rester seul de son côté à organiser des activités en espérant qu'on ait toujours plus de personnes qui participent, vraiment de favoriser les partenariats avec d'autres organisations qui font des choses similaires à nous. Il y a l'aspect plus faire des activités, tu sais, être dans l'action, que c'est sûr, quand on pense à la mobilisation citoyenne bénévole, ben, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de sentir qu'on a un impact. Des rencontres de 2 heures où finalement on ne sait pas trop de quoi on a parlé, puis c'est la prochaine étape. C'est pas suffisant pour garder les gens mobilisés, donc on veut être dans l'action. Et pour terminer, je dirais c'est important aussi de faire des liens avec les élus, que ce soit des conseillers municipaux, que ce soit élus provinciaux ou fédéraux. C'est vraiment important d'aller leur dire qu'on existe, qu'on est actif, puis même penser aux médias locaux, là, parfois d'écrire directement aux médias. Ça leur permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe, rendre visible votre action. Puis souvent, ils sont à l'affût, en fait, ils sont avides de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, les gens qui se mobilisent. Hmm. Et même d'agrandir, ça permet, j'imagine, d'agrandir nos cercles de mobilisation là, quand on arrive à justement titiller les médias ou les élus. Anne-Marie, tes ingrédients clés. Ben là, Mathieu, on a nommé des super pertinents. Ça résonne vraiment pour moi. Puis on le nommera jamais assez souvent, mais à quel point, je le redis là, mais avoir une intention claire, commune, partagée, qu'on répète souvent, tu sais, qu'on ramène sur la table. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on veut faire arriver pour s'assurer
qu'on avance ensemble dans la prochaine étape, puis aussi s'assurer que les stratégies de mobilisation puis les stratégies d'action qu'on met de l'avant, mais sont au service de cette intention-là. Souvent, tu sais, on veut mobiliser, on veut sensibiliser, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on essaie de faire arriver? Puis si il y a une complémentarité aussi, il y a vraiment un lien entre notre intention, nos actions, nos stratégies, mais c'est sûr que ça, c'est un ingrédient de succès parce que les gens comprennent que le petit pas qu'on mène aujourd'hui, maintenant, mais ça va avoir un effet sur une stratégie plus grande qui est au-delà de ce qu'on peut prévoir aujourd'hui. Mathieu a aussi parlé de la structure. C'est vraiment important ça aussi, d'avoir une structure claire, que ce soit un organisme qui nous soutient ou entre nous, comment on s'organise. On le sait, on a tous été dans des comités où finalement, il n'y a rien qui se passe parce qu'on ne sait pas qui prend le leadership, qui va faire le suivi. Fait on fait juste parler pour parler. C'est un ingrédient clé pour démobiliser les gens, en fait. Sauf si on veut faire du réseautage pour le plaisir. Puis, quelque chose qui est super important, c'est de valoriser les expertises, les apprentissages, les savoirs de chacun au sein du groupe. Fait que de vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu mets sur la table? Des fois, c'est fou à quel point, si on prend le temps de voir ça, on réalise que les gens qui sont dans notre groupe ont des expertises incroyables qui vont un jour devenir essentielles à une action ou une stratégie qu'on veut mettre en place. Puis aussi, je finirai en disant le continuum d'information, fait que de s'assurer que tout le monde a l'information nécessaire, qu'on ramène l'information, qu'on trouve des différentes façons aussi de s'assurer que tout le monde est au fait de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut faire arriver, puis de l'information nécessaire pour prendre des décisions ensemble. Wow, excellent. Merci de nous partager vos belles recettes. Carole, je sais que vous avez réfléchi vraiment à l'engagement, particulièrement de la jeunesse autochtone. Qu'est-ce que ça voulait dire, la mobilisation pour vous? À ce point-ci, j'aimerais ça qu'on regarde le bel outil que vous avez travaillé, puis que tu nous l'expliques un petit peu. Ben oui, ça me fait plaisir. On a travaillé fort là-dessus avec notre comité. En gros, je dirais que nos ingrédients clés pour notre comité, ça a été de voir c'est quoi des outils qui peuvent être utilisés qui stimulent la créativité, mais d'autres manières de s'exprimer aussi. On est beaucoup dans l'idée de la vulgarisation scientifique parce que souvent, je dis pour un jeune, mais pour moi aussi, de lire une brique de texte épaisse avec des rapports de recherche dedans, c'est pas toujours facile de comprendre c'est quoi les éléments à l'intérieur, tandis que de permettre aux jeunes de dire, OK, on crée quelque chose selon ce que vous avez envie de faire, que ce soit un film, que ce soit une image, que ce soit un enregistrement vocal. Ça permet d'aller chercher quelque chose de plus facile d'accès pour eux à le dire, mais aussi pour eux à le réécouter par la suite. Puis la carte postale qu'on voit ici, c'était un projet qui a été réalisé février l'an dernier. On a une retraite avec notre comité. On peut voir au centre, ça va être eux les personnages dans l'arbre. Puis on a discuté de pour eux, c'est quoi l'engagement jeunesse autochtone aujourd'hui. Donc, quand on part d'en bas, on voit toutes les racines qui sont connectées au crayon des jeunes. Puis dans les racines, on peut voir des éléments d'engagement. Donc, on peut avoir d'un côté l'activisme, mais aussi l'idée de partager par l'art, de grandir, le bonheur, l'épanouissement, le fait de créer des liens, tout en bougeant un peu vers la droite. Donc, on a aussi les connexions, les langues autochtones, la culture. Donc, on voit une petite danseuse dans ce coin-là. L'idée des cérémonies, d'utiliser ses forces et de vouloir prendre sa place. C'est des éléments tous différents qui enracinent l'engagement jeunesse. Quand on monte au niveau de l'arbre, c'est toutes des valeurs qui ont été ressorties par le comité, dont la force du groupe. Autour du groupe, on va voir des aînés qui sont là pour supporter. Fait que c'est l'idée qu'il y a aussi un chemin qui a été fait par nos ancêtres pour nous amener aujourd'hui à partager ensemble. Chacune des valeurs sont inscrites un peu dans l'arbre, l'idée de l'appartenance, du soutien, d'avoir des causes communes. C'est un peu ce que répétait tout à l'heure nos autres invités du panel. Puis quand on voit un peu vers la gauche, là, on ne voit pas trop en haut, mais comme des branches d'arbres qui, vers la gauche, vont nommer des enjeux ou des barrières que les jeunes vont ressentir par rapport à l'engagement jeunesse, dont l'idée du burn-out, des fois de l'institution aussi, la scolarisation, qui c'est un poids, du choc culturel, désorienté, d'être en mode un peu survie, puis finalement de se remettre en question. Fait que c'est toutes des parties qui dégarnissent l'arbre. Mais quand on va d'un côté un peu plus positif, puis qu'on retourne vers la droite de la carte, on va voir dans les branches des mots-clés qui vont ressortir, dont l'écoute, le soutien, l'humilité, la guérison, et qui vont venir nourrir aussi au niveau du sol
pour les fleurs, qui est l'idée de soi-même, puis au niveau des maïs, de plus de visibilité, et au niveau des bernaches, un envol qui représente aussi le groupe, où ce qu'on va parler de l'idée de s'émanciper, du respect des autres, d'avoir des repères, de faire entendre sa voix. Donc, tout est un peu circulaire dans l'idée de la conception de la carte, puis chacun des éléments qui sont représentés ont été amenés par le comité. Donc, moi, j'ai seulement illustré ce qu'ils m'ont dit, tout en vérifiant avec eux, est-ce que c'est un concept qui vous convient, est-ce que d'utiliser ces mots-là nous convient aussi, de les mettre en plus grand, de mettre une image qui correspond aussi. Puis ces cartes postales-là, en fait, sont distribuées par les jeunes, mais aussi par nous au niveau de la chaire pour informer des chercheurs ou d'autres personnes qui veulent travailler avec des jeunes autochtones sur qu'est-ce qui peut représenter l'engagement jeunesse. Puis on a une autre série de cartes que je vous invite à aller découvrir, qui sont tout aussi intéressantes et toutes dans l'idée de la co-création. Ben oui, puis là, on voit à l'écran en ce moment l'endos de la carte postale. Merci beaucoup, Carole, de nous avoir partagé tu sais, cet outil-là qui est vraiment riche, vraiment inspirant. Tu sais, puis c'est ça, inspirant parce qu'on voit quand même des spécificités culturelles à l'engagement jeunesse autochtone, mais qui sont, c'est ça, qu'on peut aussi considérer comme des beaux ingrédients clés pour la mobilisation à l'automne. Alors, merci beaucoup. J'ai envie, on a vu beaucoup d'ingrédients clés. Les gens qui nous écoutent, si vous pensez à d'autres ingrédients clés à la mobilisation, c'est la force du groupe. Allez-y, clavardez des ingrédients clés. On va être vraiment heureux de vous lire. On peut utiliser le clavardage. Je vois l'accessibilité, il y en a c'est super, alors on va regarder ça précieusement. J'en profite aussi pour dire que la carte postale et les autres publications vont être en lien on a des ressources à la fin de notre webinaire qu'on va vous partager. Donc, vous pourrez vraiment avoir accès à la carte postale et à d'autres publications. Alors, je commence maintenant le deuxième bloc. On commence ensemble le deuxième bloc qui va porter vraiment sur les outils de mobilisation. On a parlé d'ingrédients clés. Je continue la métaphore de la recette en vous demandant c'est quoi vos outils de cuisine. Est-ce que vous avez des outils privilégiés qui servent pour une mobilisation efficace? Tiens, je vais y aller avec Véronique. Ouais, excusez, j'avais pas. Bon. Ouais, ben écoute, je pense que ça a été mentionné quand même de façon différente là, par Carole, par Mathieu, par Anne-Marie. Euh, je serais tentée à dire que c'est difficile de trouver l'outil parfait ou la recette magique qui fait en sorte que la mobilisation est parfaite. Je pense que c'est important d'avoir, quand on parle d'humilité, d'avoir l'humilité de se planter aussi parfois dans différentes approches. Mais moi, je miserais surtout sur le relationnel, c'est le centre de nos approches. Euh, il y a quelqu'un qui mentionnait de la bouffe, mais tout ce qui est créer un espace qui est sécurisant, qui est chaud, qui invite tu sais, à se sentir confortable, à se sentir bien, puis à vouloir partager, puis y mettre du sien. Tu sais, ça demande quand même un investissement important. Puis quand je parle du relationnel, avec tout son lot de complexité que ça peut amener, pour ceux qui sont quand même assez impliqués dans le milieu de la mobilisation, je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. C'est un investissement qui est difficilement quantifiable. Dans un contexte autochtone, je dirais même que parfois la ligne est assez fine entre le professionnel puis le personnel. Nous-mêmes, on est à la chaire, on est trois jeunes autochtones qui travaillent, donc on porte différents chapeaux, donc ça vient avec son lot de complexité aussi. Je pense que de laisser place aussi à des moments, on parlait, oui, d'avoir des buts, des objectifs précis, des projets, mais également laisser de la place à l'informel. Tu sais, nous, on fait des retraites où on laisse quand même un espace assez important à l'informel, au besoin de se ressourcer. Dans un contexte là, d'engagement jeunesse, les jeunes avec lesquels on travaille sont impliqués dans plein d'affaires. Fait que, tu sais, d'avoir un moment où, oui, on travaille sur un but précis, mais on a également des moments où on peut juste,
échanger, être, juste apprendre à se connaître de façon différente, c'est super important. Puis on a parlé, Anne-Marie a parlé de valorisation. Ça, également, c'est super important, valoriser l'expertise des jeunes. Puis on le fait de façon différente, mais je pense que la reconnaissance, au niveau de la chaire, c'est la reconnaissance de leur implication, de leur investissement. On donne des honoraires, par exemple, on paye les déplacements. Il y a une réalité différente du fait que les jeunes viennent d'un peu partout au Québec, donc d'un peu de pallier à ces différentes potentielles barrières-là en valorisant de façon monétaire également leur engagement. Donc, ça, c'est différents outils là, rapidement que je peux mentionner. Mhm. C'est super intéressant. Puis ça fait d'ailleurs écho à ce qu'on voit dans le clavardage, là. Il y en a qui parlent justement de la reconnaissance, tu l'as bien nommé, Véronique, puis de la reconnaissance monétaire aussi, c'est important. Je ne sais pas, Anne-Marie, est-ce que tu penses à d'autres outils? Ben, tout ce que que Véronique a dit, pardon, c'est super pertinent, là, hyper pertinent. J'ai juste le goût de dire de faire confiance aux gens qui sont là avec nous. C'est comme un outil infaillible. Fait que, tu sais, au lieu de devenir amoureux de la structure qu'on met de l'avant pendant nos rencontres ou pendant nos stratégies ou peu importe, de vraiment laisser la place, de laisser émerger la magie de l'intelligence collective. Fait que vraiment de dire, OK, ben, comme Véronique disait, on a créé un espace sécuritaire, on crée un sentiment où le relationnel est au centre de nos discussions. On essaie vraiment de créer une structure de soutien qui va s'assurer que ce dont on parle va servir à notre grande intention. Mais après ça, il faut laisser aller, puis laisser la magie s'opérer, puis faire confiance aux gens avec qui on travaille. Je pense que ça, c'est un outil. Je sais, là, les gens, ils veulent un outil, ils veulent un gabarit, quoi faire pour mobiliser, quoi faire pour animer telle ou telle discussion, mais la réalité, c'est que il n'y a pas, comme Véro disait, il y a pas d'outil miracle. Il faut vraiment que ça soit ancré dans la réalité du moment. Pas de copier-coller. Mathieu? Ouais, ben, en effet, il y a pas je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, là. Il n'y a pas nécessairement d'outils miracles parfaits, universels. Cela dit, dans notre cas, je peux juste peut-être mentionner un peu comment le réseau Demain Québec peut soutenir les initiatives citoyennes. D'ailleurs, si j'ai vu qu'il y a des personnes qui font partie du réseau qui sont là, je vous salue. Euh, D'abord, on a des guides qui permettent quand même avec seulement une manière synthétique là, de présenter un peu des idées, des astuces, comment favoriser justement la mobilisation des gens autour du projet, communiquer, comment influencer les élus, attirer les médias, comment se structurer. Tu sais, on a vraiment une panoplie de guides qui sont disponibles, qui prennent 10-15 minutes à lire, puis ça donne quand même une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ce serait notre prochaine étape. Ensuite, il y a des webinaires qu'on organise sur différentes thématiques. En ce moment, la série Les essentiels de la mobilisation citoyenne qu'on a lancée permet de couvrir, selon nous, les 6 thématiques clés qui ressortent toujours, que les groupes citoyens nous disent toujours, on a besoin de soutien à ce niveau-là, que ce soit justement recruter de nouvelles personnes, se structurer, trouver du financement, influencer nos élus, donc rendre visible notre action même. Et j'ajouterais à ça peut-être outils de mobilisation pour nous, encore une fois, plus comme réseau avec les groupes citoyens, c'est de créer des espaces de rencontre. Comme tu l'as dit, Anne-Marie, la magie opère dans ces lieux-là. Eh bien, pour nous, c'est vraiment important qu'à certains moments dans l'année, on se rencontre en personne. Je pense notamment là, dans un peu plus de 3 mois, on va avoir notre rassemblement annuel qu'on appelle le Rassemblement du réseau Demain le Québec, qui est un moment où, pendant une fin de semaine, on se retrouve tout le monde ensemble à travers la province à discuter de nos projets, de continuer à s'outiller, à se former et aussi à célébrer. Je pense qu'un outil de mobilisation, là, de simplement rendre ça festif, le fun, qu'on puisse vraiment dire, hey, on est ensemble là-dedans, là, puis on se mobilise, puis on fait ce qu'on peut. Juste ça, c'est une victoire en soi, c'est plutôt de se faire, que de se faire gagner par l'apathie et de rester chez soi et de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vraiment, la reconnaissance de l'implication puis la célébration de nos activités, je pense que c'est vraiment important aussi.
Comme c'est intéressant, puis c'est vrai que c'est important de célébrer, puis c'est ça, on le dit souvent, je pense que vous avez souvent nommé les quatre à l'importance des liens sociaux, ça fait partie aussi de ça. Donc, puis ça m'amène, vous l'avez un peu abordé, mais tu sais, très rapidement, là, est-ce qu'il y a un équilibre à atteindre justement pour célébrer, pour les liens sociaux, ou pour, est-ce qu'il y a un équilibre à atteindre entre le virtuel et les rencontres en présence, ou c'est évidemment plus humain, plus, est-ce que vous avez des conseils à cet effet-là? Je vais y aller avec Véronique. OK. OK. Oui, oui, un équilibre à atteindre, certainement. Euh, Tu sais, je pense que le virtuel peut être complémentaire, il peut aider. Tu sais, nous, on a la façon que le comité s'est créé la première fois, c'est à travers un lancement, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur est-ce que ça vous intéresse d'être impliqué? Puis on a eu une belle, tu sais, beaucoup de jeunes en fait qui ont répondu à l'appel et des jeunes qu'on ne connaissait pas de différents milieux. Donc, ça a été une façon de rejoindre des jeunes que peut-être normalement dans nos réseaux, on n'aurait pas rejoint. Euh, Puis on a eu une première rencontre en personne, donc ça a comme solidifié le groupe, on a créé ensemble un outil. Euh, Puis après coup, pas longtemps après, c'est la pandémie qui est venue. Donc le virtuel, je dois dire ça nous a permis de renforcer des liens puis de les maintenir à travers la pandémie dans des moments où on ne pouvait pas se rencontrer. Puis il y avait un besoin de connexion. Tu sais, on était tous un peu dans qu'est-ce qui arrive, puis comment est-ce qu'on peut faire du sens de tout ça ensemble. Donc, moi, je pense que ça a vraiment aidé là, à maintenir des liens avec les jeunes, mais maintenant, c'est plus difficile au niveau virtuel. Là, les jeunes veulent se rencontrer en personne. Puis au virtuel, quand on fait des rencontres Zoom, par exemple, c'est vraiment juste, il y a un but précis pourquoi on se rencontre, parce que sinon, là, créer un espace de juste pour voyons, d'idéation et de création, ça marche moins au niveau virtuel. Mm. Fait qu'on met vraiment beaucoup d'énergie là, à créer des espaces de rencontre, des moments de rencontre. On a un séjour dans une semaine, en fait, les jeunes de notre communauté vont se réunir. Donc, ouais, complémentaire, mais essentiel d'avoir des moments en personne. En personne. Super. Carole, est-ce que tu voulais compléter? Ah oui, en fait, comme Véronique le disait, essentiel, mais aussi pour les jeunes, je pense que ouais, de se voir en personne, il n'y a rien de mieux. Comme, il n'y a aucun échange qui est aussi vrai, riche et profond que quand on fait nos retraites, justement, comme on organise la semaine prochaine, puis qu'ils puissent se déplacer. Puis c'est ça le gros problème, je dirais, dans nos possibilités de se rencontrer, c'est qu'on a des gens qui sont un peu partout au Québec, puis les frais de déplacement, le temps pour se rendre, le fait de prendre congé, ça demande beaucoup en termes de mobilisation pour les jeunes. Mais je pense qu'ils voient tout de suite les résultats quand on réussit à se retrouver ensemble, puis surtout qu'on essaie de faire des rencontres qui vont être en territoire ou en nature, parce que ça prend un autre contact et un autre sens à la rencontre. Quand on veut parler de sujets sur l'engagement jeunesse, par exemple, sur des questions d'identité autochtone, sur des questions de, c'est quoi être un comité jeunesse autochtone, le fait d'être en nature, ça va ramener comme d'autres idées traditionnelles à travers ces discussions-là. Puis l'idée de prendre du temps aussi, d'aller marcher, d'aller sentir, parce qu'il y a une relation quand même assez profonde de dire, OK, je sens la nature autour de moi, j'arrive comme mieux à me grounder à travers ça. Mhm. Mm. C'est sûr qu'après, quand on revient de ces rencontres-là, puis qu'on fait un Zoom la semaine d'après ou 2 semaines plus tard, toute l'énergie, on dirait qu'on a construit ensemble, assez dissipée. Puis là, c'est de rebâtir à travers le Zoom quelque chose d'aussi relationnel. Donc, c'est quand même un bon défi. Mais Mm. on fait ce qu'on peut. Anne-Marie, avec le collectif, vous vivez un peu les mêmes réalités. Là, c'est vrai que vos réseaux sont aussi répartis partout dans la province. Ouais, c'est sûr que la magie du présentiel, on peut pas nier qu'il y a quelque chose de spécial là. Ceci étant dit, nous, on pourrait pas, ça serait impossible. On se rencontre souvent, on a beaucoup de comités de travail. Tu sais, faire descendre des gens de la BTB, de la Gaspésie, on peut pas faire ça au quotidien. Donc, on est vraiment obligé de travailler de manière virtuelle. Ceci étant dit,
On a quand même des moments clés dans l'année pour se voir ensemble. Puis on prend soin de ces moments-là parce qu'on sait à quel point ils sont chers puis à quel point ils vont raviver notre flamme collective. Fait qu'on s'assure qu'il y ait toujours un bon équilibre entre le contenu, le réseautage, avoir du temps pour se connaître. Il y a souvent des nouveaux qui se rajoutent à l'équipe, il y a un roulement de personnel, donc d'accueillir les nouveaux, de partager de l'information, de profiter aussi des lieux où on est en termes de nature. Et aussi, on est toujours en train de réfléchir à comment on peut créer plus d'opportunités informelles ou d'échanges en virtuel. Encore une fois, ce serait le fun d'avoir l'outil miracle, il n'existe pas. Mais tu sais, juste un exemple concret, hyper simple, qu'on a essayé ce mois-ci. Puis honnêtement, je pense que la plupart des groupes pourraient le faire en virtuel. C'est une de nos coordonnatrices du collectif qui disait avant nos grandes rencontres de collectif où on partage plein d'infos, on est vraiment dans du travail, là. On partage plein d'infos, on parle de grands dossiers. Est-ce qu'on peut prendre un petit 10 minutes en sous-groupe juste pour se dire bonjour, comment ça va, se présenter? Fait que juste ce petit 10 minutes-là, un petit 10 minutes d'ancrage là, ensemble, change le ton de la rencontre par la suite. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Il faut miser sur la simplicité, mais dans le monde virtuel, faut y réfléchir. Il faut toujours garder en tête que, un peu comme Carole disait, il faut continuer à alimenter là, les belles énergies qu'on développe en présentiel, mais en virtuel aussi. C'est vraiment riche. Merci, merci à vous quatre là, de nous partager ça. C'est vrai que c'est ça. Il n'y a rien comme les rencontres, mais on comprend que ça impose des défis. Merci aussi tu sais, à tous ceux qui sont présents et qui nous écoutent là, de partager aussi des outils. Donc, il y en a qui ont partagé vraiment des belles choses. Donc, le respect du rythme de tous est important. Je vois, là, je lis rapidement, mais je vois des trucs sur les mesures d'évaluation aussi, tu sais, être en mesure d'évaluer les progrès de la mobilisation, tu sais, de façon vraiment concrète. C'est super intéressant. Des objectifs clairs, on l'a nommé, des intentions communes. Alors, merci pour ces beaux outils-là. Il y avait une question dans le clavardage à savoir, est-ce que les outils vont être partagés? Donc, oui, les outils, donc, notamment ceux que Mathieu a mentionnés, et ceux de Véronique et Carole aussi, puis du collectif seront partagés. Donc, voilà. Puis, je pense qu'on va passer au troisième bloc qui va nous permettre d'aborder les freins et les obstacles de la mobilisation. Parce que là, on a beaucoup parlé d'outils, de recettes, mais il y a certainement des éléments qui vont freiner la mobilisation, qui vont être des écueils. Ça va être quoi ces éléments-là? J'ai encore aussi envie, à ce bloc-ci, de faire appel à vous tous qui nous écoutent, si jamais vous pensez à des façons parce qu'on va, avec nos panélistes, on va aborder des freins, des obstacles, mais si vous pensez à des façons de surmonter ces freins-là et ces obstacles-là, allez-y, clavardez, on va être bien heureux de vous avoir, de vous lire. Alors, ben, je vais y aller avec ma première question pour parler des freins à la mobilisation. Ben, tout simplement, c'est quoi l'obstacle ou le frein principal selon vous à l'engagement puis à la mobilisation? Anne-Marie, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez des fois avec le collectif des Tirs SAG? Oui, puis moi, j'ai comme la réponse plate, là, que je suis sûre que plusieurs personnes connaissent déjà, c'est vraiment le financement, c'est-à-dire la possibilité de se projeter dans l'avenir, de développer des stratégies, puis de mettre en œuvre des stratégies de mobilisation qui peuvent être réfléchies sur le long terme, parce que comme on le dit, prendre soin, développer des relations, ça prend du temps, développer des collaborations, entretenir des collaborations. Fait que l'enjeu du financement a un enjeu sur le potentiel de planification à court, moyen, long terme. Et ça a aussi un effet sur le roulement de personnel. Donc, au sein du collectif, on a souvent des nouveaux coordonnateurs. C'est sûr que ça a un impact sur la mémoire collective. La mémoire collective, c'est riche. Je regardais le bel outil que Carole nous présentait, puis la mémoire collective, de pouvoir se raconter l'histoire de ce qu'on vit ensemble, c'est super riche. Puis quand il y a un changement dû à un manque de financement ou dû à de la précarité d'emploi, mais c'est sûr que ça a un effet sur la mobilisation. Puis, ben, pour finir, juste la sursollicitation, fait que je suis sûre que les autres panélistes vivent quelque chose de similaire, mais quand on parle à des gens mobilisés, ils sont souvent mobilisés sur plusieurs choses. Fait que, tu sais,
c'est ça, de ne pas sursolliciter les mêmes personnes au sein de nos mobilisations, c'est important. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, Véronique, la sursollicitation? Je voyais que votre groupe aussi, sur la photo que tu nous présentais, là, est très féminin. Est-ce que j'ai envie que tu nous parles aussi de cet aspect-là? Ah, ouais, oui, mais en fait, Anne-Marie a mis la table parfaitement. Je pense que ben, avant de me lancer dans, oui, notre groupe est très féminin. Niveau féminin, je pense qu'il y a, dans notre contexte spécifiquement, là, tu sais, les jeunes vivent différentes réalités. Tu sais, dans un contexte d'oppression, dans un contexte de blessures intergénérationnelles. Je pense que c'est important de considérer que ces réalités-là peuvent parfois être un obstacle autant qu'ils peuvent être euh, qui peuvent nourrir tu sais, la mobilisation. Mais nécessairement, il faut en prendre conscience. Plusieurs jeunes, on a parlé de la sursollicitation, plusieurs jeunes qui sont impliqués, ben, ils sont impliqués partout, puis ils vivent, euh, ils vivent une surcharge, des burn-out, tu sais, je pense qu'ils ont ce désir, cette soif de s'impliquer, de s'engager, de faire entendre leur voix, mais parfois au dépens de leur mieux-être. Ça prend du temps d'apprendre à connaître ces boundaries. Donc, je pense que c'est certainement un élément, là, un enjeu ou un obstacle. Euh, Parfois aussi, on est forcé dans certains milieux à avoir un rôle de représentativité de toutes les réalités que les jeunes autochtones peuvent vivre, alors qu'on peut seulement représenter notre propre réalité. Donc, parfois, ça peut devenir un fardeau, là, dépendamment du milieu dans lequel on s'implique. Oui, oui, il y a aussi au niveau, en tout cas dans notre propre contexte, on remarque que c'est beaucoup des jeunes femmes qui vont s'impliquer dans différentes initiatives. C'est drôle parce qu'on se fait souvent poser la question, puis j'ai pas vraiment de réponse au pourquoi. Je pense que tu sais, je sais pas si Carole, toi, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais je pense que les femmes, on est très, on a ce désir-là de se mobiliser autour d'enjeux qui nous affectent, parfois à travers des milieux alternatifs, donc pas nécessairement, tu sais, les milieux politiques. Donc, d'où l'implication de jeunes femmes, beaucoup dans des milieux alternatifs où elles peuvent se sentir entendues, écoutées, valorisées. Mm. Ouais. Véronique, est-ce que tu voulais compléter? Pardon, Carole, est-ce que tu voulais compléter? Ouais, ben, je pense aux divers chapeaux que les jeunes y portent. En effet, souvent, ben, en termes de jeunes femmes, ça va être des fois mère en même temps que travailleuse, en même temps qu'étudiante, en même temps que dans le comité. Fait que tous ces chapeaux-là qui rentrent en jeu, qui fait que des fois, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire de la mobilisation, puis on comprend très bien. Euh, Sinon, il y a l'idée aussi que le milieu autochtone au Québec n'est pas très grand, fait que souvent, les jeunes avec qui on va travailler vont aussi être impliqués dans d'autres organismes. Fait que finalement, les chapeaux finissent toujours par se croiser, de se dire, OK, est-ce qu'on se parle comme jeunes ou on est en train de se parler comme organisme à organisme finalement. Donc, il y aurait ça. Il y a aussi, ben, comme tout à l'heure, je mentionnais l'idée que les déplacements sont très dispendieux. Puis, si on a des gens qu'on aimerait faire venir, par exemple, du Nunavik, il faut y penser d'avance au budget, il faut faire les demandes spécifiques pour. Donc, les événements ne s'organisent pas en un clin d'œil. On ne peut pas se dire, bon, ben, on se rencontre tous vendredi prochain à telle heure. Il faut que ce soit fait plusieurs mois d'avance selon le financement qu'on va avoir obtenu, puis selon aussi toute la petite bureaucratie qui est autour d'essayer d'avoir les honoraires des jeunes prêts, parce que des fois, ça prend du temps avant que ça passe dans le système de paie. Puis, et tous ces petits désagréments, je dirais. Puis, mais oui, l'idée de se rassembler, ça reste essentiel, puis pour aussi de créer une espèce d'espace qui soit sécuritaire. Donc, des fois, c'est pas toujours facile en ligne, mais en personne. En gros, je répète comme tout à l'heure, mais en personne et du financement, je pense que c'est les deux éléments essentiels. OK, excellent. Puis, ben, Mathieu, est-ce que toi, tu nommerais d'autres freins ou obstacles à la mobilisation? Honnêtement, je dirais que pas mal tout a été dit. Tu sais, je peux juste dire que dans le contexte où c'est des personnes bénévoles et pas des personnes rémunérées qui se mobilisent, ben,
c'est à la fois un levier exceptionnel parce qu'on n'a pas besoin de payer ces gens-là, puis on peut faire ce qu'on veut, et c'est un frein majeur parce qu'on a toute une vie avec plein d'autres obligations, contraintes. Donc, c'est certain qu'il y a des groupes qui vont super bien parce qu'ils réussissent à mobiliser plusieurs personnes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour d'autres, c'est plus difficile. Puis je pense que j'ajouterais à ça, tu sais, l'important, c'est justement de rendre visible son action, son groupe, pour qu'il y ait des gens qui sachent que ça existe puis qui puissent se joindre parce que trop souvent, un groupe citoyen va rester un peu dans l'ombre. Ça n'a pas nécessairement été la priorité pour le groupe initial. Et donc là, on se retrouve toujours à être avec les mêmes personnes, puis avec peut-être peu de personnes par rapport à ce qu'on souhaiterait. Fait que de garder en tête quand même que rendre visible ce qu'on fait, c'est vraiment essentiel pour pouvoir rejoindre plus de gens et avoir un meilleur impact. Mhm. Super intéressant. Puis, j'imagine aussi que ça fait partie de vos réalités, de vos rôles là, tu sais, de mobilisation, mais vous devez, j'imagine, être à même de constater que s'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de structure, c'est un frein aussi à la mobilisation. Je ne sais pas si ça peut certainement être, c'est ça, hein, vous êtes en même, c'est ça, de constater l'importance de. Euh, on approche de la fin. Tranquillement, j'aimerais vous amener à, on connaît, bien, vous connaissez, tout le monde a entendu la maxime là, qui dit seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Ça représente bien la mobilisation. Est-ce que vous avez une maxime comme ça ou un leitmotiv tu sais, qui illustre bien, qui exprime bien un aspect que vous trouvez important de la mobilisation? Carole, est-ce que tu aurais une idée? Ouais, ben, moi je dirais que, en fait, c'est chacun son type de mobilisation, que, surtout dans notre contexte où ce que tout le monde est beaucoup occupé au sein de notre comité jeunesse, c'est de mettre l'accent sur pas besoin d'être la personne qui va avoir la pancarte dans la rue puis qui va se dire c'est ça mon moyen de mobilisation. On a des personnes qui pour eux, la mobilisation, ça veut dire ben, je parle ma langue avec mes enfants, avec mes parents, donc je contribue à conserver et à sauvegarder ma culture. Puis ça peut être juste ça. Mais juste ça, c'est déjà un moment énorme, là, mais c'est pas l'idée qu'on a souvent en tête du premier de la ligne avec sa pancarte. Ça peut être multiple, multiple, comme tout à l'heure, je démontrais avec la carte postale sur l'engagement. Hmm, super. Donc, plusieurs formes de mobilisation, Véronique? Oui, ben en fait, je vais dire quelque chose qui nous a été rapporté par le comité, c'est Indian Time. Puis c'est souvent quelque chose qui est utilisé comme un préjugé. Ah, les Autochtones, vous êtes toujours en retard. Mais c'est de renverser ce préjugé-là, puis de voir en fait qu'est-ce qui est positif par rapport à Indian Time, c'est qu'on a cette capacité-là à prendre le temps de bâtir des relations, à prendre le temps de excusez, à prendre le temps de créer des relations qui sont significatives, de créer des projets qui sont significatifs et dont les impacts vont être également porteurs. Hmm. Merci. Anne-Marie, toi, ce serait quoi ta maxime? Moi, c'est tout simple, puis c'est parce qu'il faut toujours être ancré dans ce qu'on veut faire arriver, nous, ensemble, collectivement. Fait que moi, c'est toujours l'intention et le leader invisible. Ça s'applique très souvent. L'intention est le leader invisible, j'aime ça. Super, Mathieu? De notre côté, je pense que ça fait peut-être 40 ans qu'il y a déjà des personnes qui ont sonné l'alarme par rapport au changement climatique, ou en tout cas le fait qu'on générait beaucoup trop de pollution pour une bonne partie de la population, surtout la population privilégiée. Donc, je dirais que oui, il y a urgence d'agir et en même temps, tous ces changements systémiques qu'on veut voir vont pas arriver du jour au lendemain. C'est pas cette année, en 2024, qu'on va réussir tous les changements de profondeur qu'on souhaite voir. Fait que pour moi, c'est important de, oui, l'urgence d'agir, reconnaître qu'on a besoin de s'activer tout en prenant soin de nous pour le faire sur la durée. Parce que si on se brûle après 6 mois parce qu'on pense que c'est urgent d'agir, probablement que notre impact va être plus faible que si on se dit, oui, on a besoin d'agir, prenons le temps de le faire correctement, de prendre soin de nous en le faisant, puis peut-être que là, on pourra le faire sur plusieurs années. Hmm. Encore la notion de temps. OK, super, merci. Puis, avant de prendre une question du public, alors rapidement, je vous demanderai un apprentissage que vous voudriez partager sur la mobilisation, quelque chose de marquant. Euh, Mathieu, est-ce que tu as un apprentissage important à propos de la mobilisation que tu voudrais partager avec la communauté?
Ben, très rapidement, je dirais simplement d'avoir du plaisir, c'est quand même au cœur, là. Si on veut que les gens s'impliquent les soirs, la fin de semaine, alors qu'ils travaillent probablement déjà, ces personnes-là, c'est vraiment important de garder l'aspect d'avoir du fun puis de rendre ça agréable là, quand on se rencontre. Excellent. Véronique et Carole, est-ce qu'il y a un apprentissage que vous avez fait dans votre comité que vous aimeriez partager? Ouais, ben pour moi, personnellement, là, dès les débuts du comité en 2019, j'avais le rôle de coordonner tout ça, puis j'étais vraiment stressée, puis j'étais comme, qu'est-ce que le milieu de la recherche peut faire pour les jeunes autochtones? Pour me faire dire par une jeune, ben en fait, vous avez fait un appel, qu'est-ce que nous, les jeunes, on peut faire pour le milieu de la recherche? Donc, ça a été notre fil conducteur depuis les 5 dernières années. Puis c'est quelque chose qui a été marquant parce que je reviens toujours à cette histoire-là qui était très importante. Hmm, excellent. Je dirais que de mon côté, c'est le fait j'ai fait partie du comité jeunesse au départ, puis après ça, j'ai rejoint l'équipe par le side. Et puis, je suis plutôt dans l'idée de représenter visuellement et graphiquement ce que les jeunes ils vont apporter comme discussion. Puis, je pense que mon moment marquant, c'est d'avoir eu un peu les deux chapeaux en transition, de me dire, je comprends qu'est-ce que vous êtes en train de parler parce que vos parents en ont parlé aussi. Puis, mais maintenant, mon rôle, c'est de vous représenter. J'en fais plus partie en tant que membre, mais comme celle qui peut porter avec un micro ou avec une carte postale. Est-ce que vous avez envie d'amener de l'avant? Super. Anne-Marie, un apprentissage finalement que tu voudrais nous partager? Mais que c'est tout aussi important d'apprendre à mettre fin à des collaborations, de faire le deuil d'instances, de stratégies qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'on l'a dit en début de webinaire, il faut faire des erreurs, il faut essayer des choses. Ben, il faut aussi apprendre, on est tous des amoureux de la collaboration, souvent en mobilisation, mais il faut apprendre à prendre soin de la fin, puis pour créer de l'espace pour le nouveau qui peut apparaître en faisant des petits deuils créatifs. Hmm. Alors, c'est sur ces sages paroles, d'ailleurs, de savoir mettre fin, qu'on va devoir mettre fin au webinaire, malheureusement, parce que j'avais des belles questions du public. Je vous remercie, tout le monde, d'avoir été présent. Merci évidemment à nos panélistes pour vos généreux conseils et trucs sur la mobilisation. C'était vraiment riche. Merci beaucoup. On termine en partageant des ressources, donc toujours sur le thème de la mobilisation, les liens vers les organisations de nos panélistes. Encore merci. Et puis, vous pourrez donc consulter ces ressources-là. Des webinaires sur notre plateforme Apprendre de 100 degrés, des cours aussi qui pourraient vous intéresser, qui portent sur la mobilisation. Je termine en vous parlant de nos prochains événements. Donc, le 21 mars, nous aurons un événement qui va porter sur l'éducation alimentaire. Le 26 mars, donc sur l'image corporelle positive des tout-petits. Et finalement, le 22 avril, sur les saines habitudes de vie au quotidien dans les milieux de la petite enfance. Alors, soyez-y, c'est toujours un plaisir. Merci à vous. Bonne après-midi.